de la République, bonsoir. Bonsoir. Chers consoeurs, chers confrères, bonsoir et merci pour votre présence à la traditionnelle conférence de presse du chef de l'État, Idriss Déby Itno, organisée par la Direction générale de la communication de la présidence de la République et de même à l'occasion du 54e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. C'est un grand honneur de nous retrouver ce soir, aussi nombreux pour ce moment de partage avec son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant donc de passer à la séance de questions que vous auriez bien voulu formuler à son Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens à préciser que l'essentiel des questions se rapportera principalement aux problématiques du développement socio-économique et politique de notre pays. Pour cela, afin de profiter de la manière la plus bénéfique qu'il soit de ce précieux moment d'échange direct avec le chef de l'État, voilà comment nous allons procéder. En introduction, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, prononcera sa déclaration liminaire. Ensuite, interviendra la séance de questions-réponses. Alors, sans plus tarder, nous allons suivre la déclaration liminaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs les journalistes, comme de tradition au mois d'août de chaque année, l'occasion de la célébration des fêtes anniversaires de l'indépendance du Tchad, et aussi, il ne faut pas non plus oublier l'investiture du président de la République, ça fait la 3e année de mon mandat. Je vous rencontre pour échanger avec vous sur les questions touchant la vie politique, socio-économique et culturelle de notre pays. Ceci pour apporter un éclairage sur un certain nombre de domaines qui font l'objet de préoccupations tant du gouvernement que de nos concitoyens. Cet exercice d'échange avec les journalistes nationaux obéit également à ma politique de communication qui consiste à privilégier la presse nationale en lui donnant les vraies informations, les informations vérifiables et vérifiées issues de sources crédibles. Mesdames, Messieurs les journalistes, si tout n'est pas parfait au niveau de la gestion des affaires du pays, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître le bon en avant fait par notre pays dans les différents secteurs de développement. Si tout n'est pas parfait au niveau de la gestion des affaires du pays, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître le bon en avant fait par notre pays dans les différents secteurs de développement. Malheureusement, nous remarquons que la presse nationale rend peu compte des efforts déployés pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Une partie de la presse nationale manque encore de professionnalisme et se laisse entraîner dans le sensationnel. Mais nous pensons qu'elle fasse des critiques objectives, qu'elle participe à l'effort de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. C'est pourquoi je profite de cette conférence de presse pour vous demander d'aimer votre pays, d'informer objectivement la nation et d'être crédible auprès de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs en véhiculant de bonnes informations, celles qui contribuent à la consolidation de l'unité nationale et au développement de notre pays. Voilà, Mesdames, Messieurs les journalistes, ce que je tenais à vous livrer à l'entame de cette conférence, tout en restant à votre disposition pour vos questions. Je vous remercie. Voilà donc, chers consoeurs, chers confrères, pour ce qui est de la déclaration liminaire de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Vous étiez certainement très attentifs. Alors, nous allons à présent passer aux séances de questions-réponses. Et pour nous permettre d'évacuer l'ensemble des questions, nous en avons au total 17. Je vous prie donc, soyez s'il vous plaît bref
clair, précis et concis. Ceci étant, Excellence, la première question vous sera posée par un journaliste de la télévision nationale tchadienne. Je m'appelle Mbaïndik, votre quinquennat en cours au développement du monde rural. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous? Est-ce que le pari est gagné? Merci. Je rappelle à tout un chacun ici que chaque question posée, nous allons d'abord donner la parole à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il va répondre, ensuite nous procéderons à la deuxième question. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, monsieur le journaliste. Je reconnais que j'ai fait une déclaration publique concernant les 3 premières années de mon mandat au monde rural. S'agissant du bilan, il ne m'appartient pas à moi de faire mon bilan. Je pense que c'est à vous, hommes de la presse, d'abord de faire le bilan. C'est aussi au peuple tchadien ou les populations qui sont concernées de faire le bilan et me dire si j'ai atteint les objectifs ou bien non. Mais en gros, nous avons presque plus de 70% des populations tchadiennes qui vivent dans le monde rural. Par rapport aux efforts qui ont été effectués, c'est-à-dire en termes de masse d'argent qu'on a injecté dans ce secteur, l'agriculture, l'élevage, l'eau, la pêche et l'environnement. Ajouter à cela, bien sûr, l'éducation, la santé, sont les secteurs prioritaires, en fait, disons, qui sont reconnus comme tels. Je crois avoir que nous avions fait un bond en avant aussi dans le monde rural. Et nous avons touché certainement les populations les plus éloignées qui n'avaient pas eu la chance, en fait, disons, d'avoir une réponse adéquate à leurs préoccupations de tous les jours depuis le temps de l'indépendance jusqu'à nos jours. Mais quant à faire le bilan, je vous laisse à vous d'imaginer le bilan, allez-y trouver sur le terrain, demandez aux Tchadiens à quoi a servi ces 3 années. La deuxième question sera posée par un journaliste de l'ATPE. Bonjour, Monsieur le Président de la République. Bonsoir. Bob DJB, rédacteur en chef du journal Info. Excellence, dans quelques mois, notre pays abritera le sommet de l'Union africaine. C'est une toute première pour notre pays. Vous-même et le peuple tchadien, nous tous attendons cette échéance avec beaucoup d'impatience. Est-ce que ce sommet, qui est très important d'être organisé chez nous, en quoi cela peut refléter et sommes-nous prêts à accueillir ce sommet? Je vous remercie. Avant de répondre à votre question précisément, je vais être court, hein, puisque vous n'avez qu'1 heure du temps pour la section française et arabe, donc ça va être clair. C'est d'entrer dans les détails. Je dirais tout simplement que je dois féliciter tous les responsables de la Commission de l'Union africaine, et mes pairs aussi du continent noir, qui ont donné crédit une fois un sommet ici à Niamey. Cela veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que le Tchad a changé, votre pays a évolué, votre pays est devenu crédible, fréquentable, et votre pays a même aujourd'hui donc d'organiser de grandes rencontres. Il faut mettre ça aussi, le crédit de la paix et la stabilité que nous avons retrouvée dans notre pays. Ça m'aurait été étonné que le Tchad des années 90 ou 80, dans les années 80, les chefs d'État africains souhaiteraient bien venir ici organiser un sommet au Tchad ici. Donc il y a eu quand même un changement important dans notre pays. Donc votre pays est crédible, fréquentable. C'est ce qui a amené mes pairs du continent de faire leur choix, permettre à la ville de Yémena d'organiser ce sommet-là. Deuxièmement, je crois que organiser ce sommet,
c'est aussi important pour nous les Tchadiens, parce que c'est un événement que nous n'avons jamais vécu. Pour organiser cet événement, il faut créer un certain nombre de fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut investir beaucoup. Vous le savez très bien que nous avons beaucoup investi dans le secteur surtout des infrastructures hôtelières, routes, aéroportières. Et ça permet aussi de mettre dans les normes un certain nombre de préoccupations des Tchadiens, et sans pour autant oublier que l'effet que ça entraîne, l'investissement de toute cette masse d'argent à l'intérieur de la ville de N'Djamena, ça crée de la richesse, ça augmente, ça crée aussi des emplois. Abriter un sommet de l'Union africaine, c'est d'accueillir 54 chefs d'État ici, 3 chefs d'État, sans le Tchad bien sûr. Sur le plan économique, c'est aussi, je pense, un positif pour la ville de N'Djamena. Parce que tous ceux qui vont venir vont laisser quelque chose. Soit pour les hôtels, soit à l'aéroport, soit pendant leur séjour. Ils s'intéresseront certainement aux Tchadiens. Ils vont aller vers le Tchadien, ils vont aller vers le marché tchadien, ils vont aller. Donc, je crois que pour une première fois, ça ne se répète pas plusieurs fois. Vous avez la chance d'organiser donc un sommet. Ce que vous devriez me demander, c'est de demander mais si nous sommes prêts. C'est une question qui a un sens. Donc nous avions mis en place une commission dirigée par un ambassadeur bien sûr responsable, qui a mis l'ensemble des sous-commissions en place, les structures sécuritaires aussi en place, et qui sont à pied d'œuvre depuis sur le plan sécurité, le Tchad est le pays le plus stable de la sous-région. Donc, il n'y a pas, évidemment, de crainte sur quoi que ce soit. Sur le plan des infrastructures, nous avons lancé la construction des hôtels et aussi des bâtiments, des villas abritant les chefs d'État. Les travaux avancent. Ce n'est pas un espoir, on n'espère pas. Nous savons très bien que les travaux prendront fin avant le sommet pour que l'ensemble de ces infrastructures soit utilisé pour le sommet. La question 3 sera posée par le journaliste du journal Le Progrès. Merci beaucoup. Monsieur le Président, vous avez tout à l'heure évoqué que le Tchad est crédible et fréquentable. Et avec l'organisation du sommet de l'Union africaine, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en train d'être construites. Mais malheureusement, pendant la saison de pluie, dès la première grosse pluie, N'Djamena se trouve dans l'eau. Les rues deviennent inaccessibles et impraticables parfois. Donc, comment peut-on voir un jour la capitale N'Djamena devenir la vitrine de l'Afrique? Merci. Il faut espérer, pas espérer, mais il faut croire aussi que N'Djamena devienne la vitrine de l'Afrique. Avant 2000, je crois, avant 2000, ça doit se situer vers le 97, les premières élections législatives, je crois. La ville de N'Djamena comptait moins de 20 km de route bitumienne. Aujourd'hui, la ville de N'Djamena compte 285 et quelques kilomètres de routes qui sont bitumiennes. Il y avait moins de 300 km de voiries urbaines linéaires, c'est-à-dire des caniveaux. Vous avez dépassé le chiffre de 1000 aujourd'hui. Il y avait un seul canal, en fait, disons, dans les années 90. Aujourd'hui, il y en a 3 qui partagent la ville d'un côté et de l'autre. Donc, monsieur le journaliste, tout en comprenant évidemment votre préoccupation,
il faut aussi mesurer les efforts qui ont été faits par le gouvernement en ce laps du temps. Je ne dis pas que c'est complet. Il reste beaucoup à faire. La ville de N'Djamena est construite sur un bassin, vous le connaissez, ancien. À partir de 1990, la ville a pris des proportions importantes. Disons que autour de 500 000 habitants, nous passons aujourd'hui à plus de 1 million et quelques habitants pour la ville de N'Djamena. La ville s'arrêtait à la ceinture nord, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le pont, l'ancien pont Chagua, jusqu'à le continent. C'est aussi évidemment un problème, puisque la ville a pris des proportions importantes, sans que les services minimums, en fait, disons, des infrastructures ou services sociaux suivent. Cela, il faut mettre aussi. Je ne dis pas que les Tchadiens ne sont pas conscients, ils sont conscients bien sûr, mais ils n'ont pas évidemment jugé utile d'attendre que les conditions soient créées au lieu d'occupation anarchique et qu'il faut obligatoirement, il n'y a pas d'autre choix, devant un fait accompli, la ville grandit et nous courons derrière. Parce que au-delà de son caractère d'inconscience, il y a aussi une certaine indiscipline qu'il faut dire aussi. Donc, si nous courons derrière, en fait, disons, des occupements anarchiques qu'il faut remettre hors de l'eau, je crois dire savoir, nous connaîtrons ce que beaucoup de villes africaines ont connu. Tellement c'est ce que vous dites qui est le projet, qui est un grand projet entre le cœur de tous les Tchadiens, de faire de cette ville-là une ville phare, en fait, de la capitale. Donc il y a eu des efforts qui sont faits. Ces efforts vont continuer. Chaque année, il y a une programmation budgétaire, un nombre de kilomètres de routes à faire à l'intérieur de la ville de N'Djamena. Nous ne le faisons pas seulement à l'intérieur de la ville, nous le faisons dans toutes les grandes villes. Le projet a été lancé d'abord ici, à Sar, à Mundou, à Biché, à Ti. Quelle ville encore? À Metiman, je crois, oui, à Doba. Donc ça s'étendra sur l'ensemble des villes du Tchad. Ce n'est pas simplement, on ne va pas concentrer l'ensemble des efforts sur la ville de N'Djamena et laisser, en fait, disons, les chefs-lieux de région ou les grandes villes à l'intérieur du pays. C'est aussi ce qu'on appelle le partage de richesse, en fait, disons, le partage des chances. Donc nous allons faire les efforts nécessaires, adaptés justement à nos moyens. Nous ne pouvons pas faire plus que de moyens. Donc c'est un processus qui est enclenché et ce processus, c'est un processus qui va continuer dans le temps pour renforcer et rendre plus agréable la vie de nos concitoyens dans les villes. Le président, pour la réponse, la question 4 sera posée par un journaliste de la radio nationale tchadienne. Monsieur le Président, Brahmamat, ONRTV. Monsieur le Président, le virus Ebola est signalé et confirmé au Nigeria voisin. Doit-on avoir peur ou demeurer serein? Comme vous, nous suivons évidemment cette évolution qui affecte l'Afrique de l'Ouest, pratiquement 4 grands pays de l'Afrique de l'Ouest, qui a commencé par un pays et qui a évolué. Au-delà de la peur que nous pourrons avoir, nous devrions d'abord exprimer notre solidarité à toutes les populations des pays affectés par cette maladie-là. À tous les pays, je dis, et à toutes les populations. Le virus est signalé au Nigeria. Vous avez une frontière commune avec le Nigeria.
dès la première annonce de cette mauvaise information, puisque nous sommes un pays voisin du Nigeria, nous avons beaucoup d'activités commerciales avec le Nigeria. Il y a des déplacements des hommes, n'est-ce pas, tchadiens vers le Nigeria, du Nigeria vers le Tchad aussi. Donc ce virus-là suit le déplacement des hommes. Le gouvernement a pris, je pense, certaines mesures qui sont des mesures du genre surveillance au niveau de l'aéroport, en fait, disons, tous les vols en provenance de ces pays-là, et la mise en place des systèmes d'alerte. Je crois que le Premier ministre a fait une réunion avec les différents partenaires hier pour être plus efficace et répondre aux préoccupations qui sont les nôtres d'aujourd'hui. Donc le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens, le gouvernement a pris le devant, s'est bien organisé. Souhaitons que ce virus-là ne vienne pas chez nous. Dès que ce virus arrive chez nous, évidemment, comme les autres pays en font aujourd'hui, nous allons aussi faire face. Mais ne souhaitez pas du tout que ça arrive. Le virus est encore à Lagos, je crois. En dehors de Lagos. La ville la plus proche du Tchad, c'est donc, parmi les villes affectées, c'est Lagos. Donc, rassurez-vous qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu un seul cas de ce virus-là, de vallée à N'Djamena ou à l'intérieur du pays. Il faut beaucoup prier pour que ce virus-là ne vienne pas chez nous. AFM, ils ont la parole pour la prochaine question. Merci, c'est Alamine Biné Abakar. Monsieur le Président, malgré les mesures drastiques prises, la cherté de vie persiste. Alors, Excellence, pourquoi? Le gouvernement a pris beaucoup de décisions, a tenu aussi beaucoup de réunions. Il fallait même vous rappeler que le gouvernement a fait une sorte de sortie vers, je ne sais pas si c'était à Zakouma, je crois, pour parler justement de cette question-là. Un certain nombre de mesures, en fait, disons, phares ont été donc prises par le gouvernement, une trentaine au total. Malheureusement, le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que vous avez, je crois, une mentalité particulière au Tchad. Ce n'est pas si vraiment les hommes d'affaires ou bien les commerçants tchadiens comprennent, en fait, disons, le sens de ce qu'on appelle, en fait, de ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas de l'incivisme. C'est même une atteinte, je pense, au droit, n'est-ce pas? Au droit de l'homme, au droit à la vie. C'est quand même une situation qui est très grave. Je me conviens avec vous que le gouvernement a trop communiqué avec ces hommes et le gouvernement a trop fait jusque-là, avait agi avec des gants de velours. Il est temps que le gouvernement agisse au moins sur un certain nombre de denrées que nous produisons nous-mêmes, qui sont dans notre pays, et que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser en fait cette situation, c'est incompréhensible. Donc, là, je pense que le gouvernement, toute la classe politique, les associations de la société civile, y compris et les autres, doivent faire face à cette situation-là. Et s'il fallait déclarer une guerre, il faudra déclarer. Le moment est venu, nous ne pouvons pas, pendant plus de 10 ans, parler la même chose, sans aucun résultat. Trop, c'est trop. Et ces commerçants véreux et spéculateurs de nos produits doivent comprendre que s'enrichir sur le dos du peuple tchadien,
c'est aussi lui arracher son droit à la vie. Normal. Donc cela est inacceptable. Je voudrais vous demander en tant que journaliste, vous aussi, de faire votre effort de communication, de sensibilisation. Mais le moment est venu pour que le gouvernement frappe en accord avec lui. Nabi Hebdo. Je suis Nyandor Mbaïninga de N'Djamena Hebdo. Excellence, Monsieur le Président de la République, malgré les moyens que l'État déploie pour le système éducatif tchadien, les résultats que ce secteur produit ne sont toujours pas bons. Il y a toujours la baisse de niveau qui est tant décriée. Quelle perspective envisageriez-vous, Monsieur le Président, pour rendre ce système éducatif plus performant? Merci. Bien. Je crois que, parce que ça met en cause, je dirais ça met en cause l'avenir des générations actuelles. Ce qui met en cause l'avenir des générations actuelles mettra en cause la génération future aussi, l'avenir des générations futures. Et pourtant, le gouvernement a beaucoup fait pour ce secteur-là, pour permettre aux enfants tchadiens d'avoir accès à l'école depuis le recrutement des corps enseignants en nombre important. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait la part des choses entre ce que vous appelez communément les maîtres communautaires et les corps enseignants qui sont formés, les maîtres enseignants font le double. Les maîtres communautaires font le double des corps, en fait, disons, qui sont formés. Nous avons décentralisé la formation des corps enseignants par région. Dans toutes les régions, pratiquement, on a créé des écoles de formation des corps enseignants pour accélérer la formation de ces maîtres communautaires qui ont le niveau, ou sinon par voie de concours, et les intégrer immédiatement dans la fonction publique. Que nous avons essayé de faire. L'année dernière, vous prenez le cas du bac. Au total, c'était 8%, je crois, des admissibles ou des admis, en fait, disons. Et cette année, nous sommes à 18,9, 18,47. Certes, nous avons doublé, en fait, disons, des 76 000 jeunes tchadiens qui ont concouru. Il y a 14 000 seulement qui sont admis et qui ont eu leur bac. Donc, le système n'est pas encore performant. Du reste, c'est ceux qui vont rester. Ils vont attendre là, et derrière, ceux qui sont admis au terminal, ils vont revenir. Le système, je crois que de notre éducation, nous avions tenu pas mal de rencontres, de réunions, au niveau surtout du gouvernement. Et il y a eu aussi, depuis 1993, je crois, après la conférence nationale souveraine, un nombre important de grandes rencontres pour se pencher sur la question de l'éducation nationale, système éducatif au Tchad. Certes, nous devrions reconnaître que la participation des parents d'élèves est importante. Mais il nous paraît encore insuffisant à la dimension des défis auxquels le pays est confronté. Le rapport devrait être plus effectif que cela. On ne devrait pas mettre tout sur le dos des âges. Et qu'on laisse comme quelqu'un dans la nature. Il sort, il revient, il sort, il revient, sans aucun contrôle. Quelles que soient les capacités de l'enfant, s'il n'est pas soutenu par les parents, il ne donnera pas de résultats.
le gouvernement doit accélérer la transformation de ces corps enseignants qui sont aujourd'hui peut-être autour de 22 000 maîtres communautaires, qu'il faudra les transformer en corps enseignants professionnels et formés. Soit augmenter la capacité d'accueil des écoles de formation de différentes régions, soit former une partie, en fait, disons, de ces maîtres communautaires pour permettre d'avoir un enseignement, en fait, disons, décent, un enseignement conforme. C'est un défi important qui reste à relever. Et le gouvernement doit reconnaître que les efforts qui sont faits ne sont pas suffisants. Il doit revoir ces efforts. Et c'est une priorité, ça concerne, j'ai dit, l'avenir des gens de l'Audience. Essentiel aussi. Mais au-delà de tout cela, je pense qu'il y a aussi une part de responsabilité des corps enseignants, formés ou non formés. Si le corps enseignant consacrait l'enseignement, comme dans le temps, son temps à l'époque, où le corps enseignant prenait le jeune garçon tchadien qu'il a devant lui comme son fils, et que cet élève-là, ce jeune, prenait le corps enseignant comme son père. Donc il l'écoutait. Il appartient aussi, c'est une éducation, au corps enseignant de le faire. Il ne s'agit pas simplement de venir, faire acte de présence, prendre une craie, n'est-ce pas, tracer le jour où on est venu, repartir, ou bien causer avec les enfants, sans aucun souci. Donc, c'est un pays qui vient de loin. Cette histoire tumultueuse que notre pays a connue a façonné l'homme tchadien à ne s'occuper que de son intérêt personnel et propre, je crois qu'il y a quelque chose du genre. C'est un problème aussi psychologique. Est-ce que c'est ce que nous avions vécu comme crise dans notre pays depuis 1963 a affecté la conscience des Tchadiens négativement, ce qui fait que donc beaucoup, en fait, disons, se plaisent à des tâches qui sont faciles, sans chercher le résultat, en fait. Ça, c'est le résultat. Donc, la part de responsabilité des parents d'élèves est là, la part de responsabilité des corps enseignants est là, évidemment. Le gouvernement a fait cette action, a formé des corps enseignants, recrute des corps enseignants, paye les corps enseignants. Donc le mal est dans notre système global, je crois, totalement. Nous devrions résoudre cette situation-là. Je pense que dans l'intérêt du Tchad de demain et dans l'intérêt du Tchad d'aujourd'hui. Et la contribution de tout un chacun est importante. L'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du Tchad de demain, je le répète encore. Le gouvernement doit chercher les voies et moyens, non seulement pour revoir la réforme, la première réforme que nous avions faite dans le système actuel est bon, mais aussi revoir, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur qui influe négativement sur notre système éducatif? Je crois qu'on peut trouver d'autres facteurs aussi. C'est déplorable et nous ne pouvons pas continuer à ignorer cet état des choses-là, cet état des faits, et continuer comme s'il ne rien n'était. Non, c'est une préoccupation première. Moi, personnellement, je suis très préoccupé par cette situation. J'étais à Washington quand on m'a donné le chiffre de 10. Je suivais en France pour la première fois. Je suivais ça. Le bac de cette année, il y avait 87% d'admis au bac en France. Pour certains pays d'Afrique, africains, francophones aussi.
Pas seulement au niveau du bac, mais la formation. Pour que l'enfant soit prêt au bac, il faut que ça soit la formation de base. Au niveau du primaire, soit une formation forte. Et que la progression au niveau secondaire soit une formation aussi forte. Là, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Le départ est mauvais, l'arrivée est mauvaise aussi. C'est très inquiétant et nous devions prendre cette situation-là à bras le corps, trouver des solutions. Nous ne pouvons pas rester et nous satisfaire de cette situation-là. Personnellement, je suis très préoccupé par cette situation. Le gouvernement l'est aussi, je crois. Voilà, donc après l'éducation, nous allons entamer le chapitre politique en donnant la parole aux journalistes du Progrès. Comme il est évoqué, je voudrais poser une question d'ordre politique. Monsieur le Président, en principe, l'année 2014 devrait avoir des élections locales, mais ces élections ne sont pas tenues. Et les élections locales, législatives et présidentielles à venir seront organisées avec la biométrie. Sinon, pourquoi et comment se poursuivra finalement le processus électoral? Merci. Vous avez parfaitement raison de dire que nous devrions avoir les élections locales en 2014. Et pourtant, toutes les dispositions étaient prises à temps pour que ces élections-là se passent en 2014. Parce que la décentralisation, dont certains ont peur, c'est un des facteurs essentiels, je pense, que si nous voulons relancer notre pays dans son développement. C'est-à-dire responsabiliser la population dans son terroir par la base. Et pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas, la décentralisation, vous l'avez vu dans le texte de la Conférence nationale souveraine. Mais allez-y voir le texte fondateur du MPS, la création du MPS à Baming. Le 4e point de ça, du programme politique, forte décentralisation. Vous n'avez repris que c'est ce que nous avions prévu déjà quand nous étions en brousse. Donc, ce n'est pas simplement une croyance, mais c'est quelque chose qui, pour nous, est fondamental. Puisqu'il y a eu des jeunes Tchadiens qui se sont sacrifiés, qui ont versé leur sang et qui sont morts en croyant à ce statut politique du MPS. Les tergiversations que nous avions connues ici, les va-et-vient, les discussions longues qui ne se terminent pas, les débats qui ne s'arrêtent pas entre la classe politique. Certains disent oui, d'autres disent non. La mise en place du CNPD, l'accord d'abord, l'accord politique, obtenir l'accord politique, arriver, tout ça, ça a pris tout le temps. Et nous avons passé une année sans rien faire. Je dirais bien sans rien faire. Maintenant, tout le monde jase en ville, surtout la classe politique. Mais la biométrie, c'est un élément essentiel pour le renforcement de la démocratie. Et nous croyons, n'est-ce pas, à la valeur, en fait, disons, démocratique de cet outil essentiel. Puisque personne ne conteste. Mais pourquoi retenir, en fait, disons, au lieu de laisser les choses se dérouler? Au lieu de laisser les choses se dérouler. Nous croyons tous, y compris la classe politique, je l'espère bien, la nécessité de vivre cette expérience-là, qui est une expérience, en se disant, qui n'est pas inutile. Faire des élections sur la base de la biométrie. Ça éviterait certainement, peut-être, tous les problèmes que nous avions connus, la mise en marche, qu'on appelle des élections, le retrait, le ceci, le cela, tout ce qu'on a connu comme tapage. Donc, ce n'est pas une idée qui vient de l'extérieur aussi. Ce sont les Tchadiens eux-mêmes, c'est la classe politique elle-même, c'est nous-mêmes qui nous avions pensé qu'il faut qu'on initie cette fois-ci faire jusqu'à là. Nous avons cherché la contribution des partenaires. Nous avons débloqué, le gouvernement a débloqué 500 millions de francs CFA qui a remis au PNUD pour faire accélérer le processus. Maintenant,
à la date d'aujourd'hui, je crois qu'ils sont à le stade de la recherche d'un bureau qui va faire une étude pour voir si, au niveau bien sûr de PNUD, la faisabilité, en fait, disons, ou la non-faisabilité. La faisabilité, c'est faisable. Mais certainement, les élections ne peuvent pas se dérouler dans le temps qui était imparti 2014, 2015 et 2016. Mais nous serons amenés à constater que s'il y a eu un retard, ce retard-là incombe à la classe politique qui n'a pas voulu prendre les choses au sérieux et qui a voulu traîner, qui a voulu marchander, qui a voulu... Voilà, on a perdu 2014. Mais quoi qu'il en soit, il y a des élections constitutionnellement que nous ne pouvons pas reporter. Quoi qu'on en fasse, nous ne pouvons pas reporter de pouvoir créer un vide juridique dans le pays qui peut être donc l'organe chargé des élections qui devrait en fait nous faire le chronogramme de ces élections. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un chronogramme précis pour ces élections. Nous attendons. La CNPD, entre la CNPD et cet organe, il y a un échange. Ils travaillent ensemble. Mais rien n'avance. Le constat que nous faisons. Si j'ose croire encore, puisque nous avons mis en place une structure politique qui englobe l'ensemble des sensibilités politiques nationales, CNPD, nous avons mis en place un organe indépendant qui va gérer les élections. Et vous devez demander à la classe politique de faciliter la tâche et de laisser les choses se dérouler sans retenir. Et demander aussi à cet organe qui est chargé des élections de nous donner un chronogramme précis pour les différentes élections qui doivent se dérouler en 2015 et 2016. Nous allons donner la parole à Al Nassour TV. Merci. Mohamed Salih Ben Malala, Radio-Télévision Al Nasr. Merci, Excellence. Je voudrais avant tout vous souhaiter bonne fête de l'indépendance de notre pays et vous souhaiter bon anniversaire pour les 3 ans de votre quinquennat en cours. Merci. Excellence, récemment, vous avez entrepris une tournée à l'intérieur du pays. Vous avez développé des thèmes tels l'unité nationale, la paix, la sécurité, le développement. Pourtant, vos détracteurs pensent que vous étiez en pré-campagne électorale. Bien, concernant les déplacements que j'ai effectués dans un certain nombre de régions du Tchad, il faudra vous rappeler que c'est dans quel contexte j'ai effectué ce déplacement-là. Vous avez un environnement qui est très instable, un environnement désordonné, vous le savez très bien. Depuis 2003 précisément, vous hébergez plus de 300 000 réfugiés soudanais, auxquels sont venus s'ajouter 80 000 réfugiés soudanais, déplacés et de réfugiés soudanais en 2014 du Darfour, dû à la guerre intercommunautaire du Darfour aussi. La République centrafricaine a jeté 120 000 réfugiés qui sont sur notre territoire. Vous connaissez le désordre qui existe là-bas. Nous avons accueilli 110 000 retournés tchadiens. Comme cela ne suffisait pas, nous avons aujourd'hui 10 000 réfugiés à partir de la Libye. Le contexte auquel j'ai fait la tournée, j'ai fait une tournée à l'intérieur du pays, dans les frontières du Tchad, avec la RC, avec le Soudan, avec le Nigeria.
Je pense que pour moi c'était nécessaire, et pour les Tchadiens aussi c'est nécessaire. Quand vous avez un mal ou une situation grave chez votre voisin, aidez-les à résoudre le problème si vous ne pouvez. Mais si vous n'arrivez pas à trouver une solution, à l'aider, il faut au moins vous protéger. Nous avons essayé de faire le deux. Je n'étais pas en campagne, mais j'étais parti pour me rassurer que le désordre dans ces trois pays, le Nigeria, la RCA et le Soudan, n'ait pas une influence sur notre pays. Au-delà de ça, monsieur le journaliste, moi je ne suis pas, je suis un président de la République, je ne suis pas chef d'une faction ou bien d'un parti politique. Mon mandat n'est pas encore fini, donc j'ai la responsabilité du pays. Mon devoir, c'est d'aller au contact du Tchadien, au fond du village là-bas. Mais pourquoi vous vous étonnez là-bas? Pourquoi du pays? Sinon, une partie importante du pays, au moins par an. Chaque année, je le fais. C'est aussi ma responsabilité. Donc, monsieur, je ne sais pas qui vous appelez détracteur de monsieur Nassour, TV Nassour, je ne sais pas que sont les détracteurs. Moi, je crois que j'ai encore 2 ans. 2 ans de travail, au moins, minimum. Vous êtes trop pressé. Je n'ai pas fini mon programme. Vous me demandez si je vais être candidat. Là aussi, vous posez un autre problème. On ne se proclame pas candidat. Je crois que c'est ça, non? On ne se proclame pas candidat. Vous appartenez à une formation, à un groupe. Et ce groupe-là, c'est ce parti, c'est ce qui vous présente, mais ce n'est pas vous, vous ne vous présentez pas candidat. Donc on a encore 2 ans, je suis président de la République. Je joue mon rôle. Et je ne suis pas un président de la République qui, à partir de son bureau, demande qu'est-ce qui se passe dans telle zone. Je suis un président de la République qui descend sur le terrain. Et je continuerai à le faire aussi. Ce n'est pas un exercice difficile pour moi. Moi, je suis un soldat. Je le fais et je le ferai donc. Ça. Que les détracteurs, en fait, disant, comprennent le sens, c'est très facile. Bien, je pense que j'ai répondu à votre question. Emmanuel Mouadjidibay, présentateur à Electron TV, journaliste présentateur. Vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vrai, la question de la décentralisation. On voudrait savoir si elle est effective, cette décentralisation. D'aucuns disent qu'elle n'est effective que sur les papiers et que dans les faits, elle n'est pas effective. Alors, si c'est le cas, quelles sont les dispositions, sinon les perspectives en cours pour que cette décentralisation soit effective? Merci. Bon, prenez en compte le commentaire que j'ai fait sur la décentralisation. N'oubliez surtout pas cette partie-là. Bon, la décentralisation, c'est un processus. C'est un processus qui peut être long. Nous avons commencé par les élections communales, je pense. J'ai parlé tout à l'heure que l'organe qui est chargé d'organiser les élections, c'est la CENI, donc, qui doit nous déposer en fait le chronogramme ensemble de toutes les élections qui doivent se passer. Je n'ai aucune idée, jusqu'à preuve du contraire, en ce moment précis, puisque je ne peux pas parler en leur nom, moins encore au nom de la CNPD, qui est une composition politique, en fait, disons, qui a été mise en place par consensus et qui travaille avec... Maintenant, à quel rythme il faut partir? Le Tchad n'a pas que 42 villes. Donc, il reste encore d'autres villes à organiser ces élections communales.
Mais les critères sur lesquels je pense que le gouvernement s'est dit pour organiser ces élections, c'est la capacité des villes d'avoir des ressources pour faire fonctionner le système décentralisé. Y compris, bien sûr, l'apport du gouvernement. Mais là où nous estimons que le gouvernement estime qu'il n'y a pas une nécessité absolue pour le moment d'organiser des élections, ça veut dire que cette ville-là, même décentralisée, vous allez le faire, vous lui ferez du mal. Donc il faut attendre que les villes se développent, il faut attendre que les villes qui ont pris l'avance, en fait, disons, vivent cette expérience-là pour faire suivre les autres. Maintenant, comme je disais, c'est un processus. Ce processus ne s'arrête pas simplement à l'organisation des élections communales. Il y a l'organisation des élections régionales, départementales et même communautés rurales. Les communautés rurales. Donc, c'est un processus qui est déclenché, ça s'arrêtera mais un processus parfait, donc c'est quelque chose qui est imaginé. Il faut chercher à l'adapter à la marge de la société, il faut chercher à adapter aux conjonctures. Donc c'est un processus, ce processus est déclenché. Maintenant il faut attendre et vivre que c'est une nécessité pour notre pays. Là, vraiment il faut croire, pour mettre les gens au travail, voire même concurrence, je dirais. Entre les différentes régions, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Monsieur le Président, je reviens encore pour poser une seconde question concernant la sécurité. Vous en avez parlé, la sécurité. Oui. La sécurité, effectivement, est le principal défi auquel sont confrontés les pays d'Afrique en général et ceux de la Banque sahélienne en particulier. Les crises se multiplient en RCA, en Libye, au Nigeria et au Mali. Lors du 23e sommet de Malabo, il a été question de la mise en place d'une force appelée CARIC. Croyez-vous, Excellence, que cette volonté des États africains, n'est-ce pas, à mettre en place, à mettre sur pied donc cette force? Ouais, moi, je dirais que c'est un pas vraiment en avant, hein. Un pas très positif pour le continent noir. Le fait d'avoir imaginé et d'avoir pensé de mettre par ses propres moyens une force d'action rapide à la disposition du président de la Commission de l'Union européenne, de l'Union africaine, je dis, équipée à envoyer avec une mission précise pour restaurer ou si l'ordre constitutionnel est remis en cause dans un pays, ou pour secourir sur le plan humanitaire, en fait, disons, des populations qui sont très fortes. Il y a eu des pays qui se sont prononcés sur la contribution qu'on appelle une dizaine de pays, je crois, pour la formation de cet élément militaire, qui est le bras armé, qui va être le bras armé, entre parenthèses, pendant la période transitoire, en attendant la mise en place des forces d'entente, en fait, disons, au niveau des 5 régions serres de l'Afrique, et qui va donc résoudre le problème et permettre à l'Afrique de résoudre ses problèmes par lui-même, par elle-même. Le fait de vouloir chaque fois recourir à l'extérieur, résoudre nos problèmes en Afrique, pouvait être un élément très négatif, je crois, pour le continent, et avoir une influence négative pour la paix et la stabilité au continent. Nous avons une expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui en Somalie. Les forces qui sont en Somalie, ce sont des forces qui sont sous mandat de l'Union africaine, qui sont partis de différents pays. La France, c'est celle de la RCA. Jusqu'à là,
la force actuelle, en fait, disons, qui est en RCA, est sous mandat de l'Union africaine. Mais ces forces s'en sortent aussi, pas si mal que ça. Pas si mal que ça. Donc, c'est une nécessité absolue que l'Afrique se dote de ses propres moyens de prévention et de gestion du conflit en Afrique. Je disais tantôt que nous ne devrions pas être continuellement le poids des autres, mettre notre poids sur les autres, ou aller demander à l'extérieur venir des forces étrangères du continent, venir en fait, disons, faire le travail en notre lieu, par les places des Africains. Donc, il y a des crises, certes, mais ce sont ces crises-là qui doivent nous inquiéter, nous, plus que n'importe quel autre pays, parce que l'ensemble des pays dont vous avez cité, ce sont des pays voisins du Tchad. Donc, nous-mêmes, nous avons intérêt à ce que cette force d'action rapide-là soit mise en place le plus rapidement possible. Je ne dis pas qu'il y a une menace directe sur le Tchad, mais je peux dire aussi que ce qui se passe à vos frontières là peut avoir une influence négative sur la vie nationale. Il n'y a pas une menace pour notre pays. Pour ça. Mais c'est une préoccupation. Ça doit être une préoccupation. Dormir à l'oreiller pour dire que le président doit dormir aussi, ne doit pas se promener, ne doit pas aller à l'intérieur du pays, ne doit pas bouger. Ça serait un grand risque, je crois. Et c'est pour ça d'ailleurs que, si vous vous rappelez, j'ai fait une tournée au lac, dans les îles. C'est pas très fameux, hein, voler en hélicoptère pendant des heures et des heures, c'est fatigant, hein, n'est-ce pas? Tout le long de la frontière de la RCA jusqu'à la frontière du Soudan là-bas, par hélicoptère. Donc c'est une initiative qui, je pense que, j'avoue personnellement, je dis, l'Afrique doit chercher à améliorer, bien sûr, mais cette initiative, c'est une initiative qui est bienvenue. Maintenant, je vous dis, vous savez pertinemment que le Tchad fait partie de 10 pays, le 12 pays qui vont contribuer, en fait, disons, à la mise en place de cette force d'action rapide. Votre pays est contributeur aussi. Voilà, dans le même ordre d'idée, je pense que mon deuxième voisin à gauche a une question. C'est le temps. Lui, il ne parle pas. Il n'a pas l'habitude de parler. Merci, Monsieur le Président. Je suis Michael Didama, le directeur du journal Le Temps. Il y a quelques mois, vous avez poussé un coup de gueule contre les Français. Contre les Français. Sur quoi? Un coup de gueule, vous avez posé un coup de gueule contre les Français. Vous avez reçu, il n'y a pas longtemps, le président français venu inaugurer, en fait, lancer les actes. Ensuite, à la longue, est-ce que cette opération n'est pas un couteau à double tranchant? Le deuxième volet de ma question, Monsieur le Président, vous m'excuserez, mais vous rentrez des États-Unis, je crois que c'est l'actualité, où s'éterniser au pouvoir mal perçu. Je ne demande pas si vous serez candidat en 2016, parce que vous avez intelligemment répondu à la question tout à l'heure en l'évitant. En 2016, vous aurez 26 ans au pouvoir, Monsieur le Président. Est-ce que vous songez déjà à passer la main? Vous voulez que je commence par votre dernière question? En 2016, j'aurai 26 ans. Ça fait beaucoup. Vous me direz? Je dirais aussi beaucoup. Mais en tant que croyant, le destin d'un homme est façonné par le Dieu. Vous n'avez pas votre destin entre vos mains. Bien. Deuxièmement, je ne dis pas que je suis candidat. Parce qu'on ne se proclame pas candidat. J'ai donné beaucoup au Tchad. Et aux Tchadiens, bien sûr. Et si j'ai à donner, d'une manière positive, cela dit,
Ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Vous n'allez pas m'amuser à cette petite question, machin, pour que j'oublie mes projets. J'ai 2 ans, j'ai encore. Oui, plus de 2 ans encore. Donc j'ai beaucoup à faire. La première question, il y a eu beaucoup d'opérations de l'armée française ici au Tchad. 79 Tako, Manta en 83, Épervier en 87, et puis Barakan ou Barkan, Barakan, oui. On m'a dit que c'était mot, pas arabe iranien, une dune en croissant. D'accord. Donc, Barkhane en 2014. À vous d'imaginer, c'est ce que vous a apporté les opérations anciennes, en fait, disons, qui sont arrivées. Si nous avions accepté d'abriter provisoirement, je dis bien provisoirement, une base française, en fait, disons, plus étoffée que d'aider nos frères, en fait, disons, du Sahel, qui ont demandé, bien sûr, l'aide de l'armée française, l'aide du gouvernement français, pour venir nous aider à combattre le mal du Sahel du jour. Nous faisons partie de ces pays du Sahel. Si nous sommes épargnés jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas croire et dire que dans 2 ans, dans 3 ans, vous n'aurez pas, en fait, disons, dans une partie de la région du Tchad ou dans une partie du pays, ces éliminés qui font du mal aujourd'hui, en fait, disons, dans cette région. Je crois que la France a intervenu au Mali, vous le savez. Et si la France n'avait pas intervenu au Mali et que les éliminés étaient rentrés à Bamako, vous croyez qu'on va laisser simplement ce qu'on a connu comme cas jusqu'à aujourd'hui, non? La guerre dans une ville, quelle que soit votre puissance, quel que soit ce que vous avez, vous allez perdre. Vous perdre aussi. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, bande de Gaza, de blinder l'aviation les plus performants, de blinder les plus performants face à des gens à pied. Et donc, je crois que ce n'est pas une bonne chose que ce pays ait demandé l'intervention de l'armée française pour contenir la situation. L'armée française a contenu la situation et vous avez intervenu pour aller au bout, au fond des choses. Affronter directement les djihadistes. Vous avez payé un tribut lourd, un lourd tribut. Mais vous avez donné du sourire. Le Tchad ne demande pas, aujourd'hui, Dieu merci, je dirais une contribution quelconque essentiellement d'une armée étrangère pour sécuriser son territoire. Vous avez connu tous les événements que le Tchad a connus. L'épervier était là, on n'a jamais demandé à l'épervier de faire ceci ou cela, non. Et aujourd'hui, moins qu'hier encore, on ne demandera pas à l'armée française d'agir à notre lieu et place. Maintenant, c'est une contribution que nous apportons aux pays amis et frères qui sont là. Le risque, c'est de mettre un commandement dans des pays qui sont fragiles, très fragiles aujourd'hui, sur le plan sécuritaire. C'est aussi ne crée pas les conditions nécessaires d'efficacité de la force qui devrait essentiellement intervenir. Donc, provisoirement, nous avions donné la possibilité à l'armée française à Barkhane de venir ici au Tchad pendant une période transitoire. Et après, si l'armée française devrait continuer à rester ici au Tchad, je crois que nous sommes un pays démocratique
une armée, fut-il amie, une armée étrangère dans notre pays, c'est le peuple qui décide. J'ai répondu à votre question. Je vais passer la parole à la TVT. Oui, allez-y. Adam Abdelkader de la télévision nationale tchadienne. Excellence, comment expliquez-vous le rachat des parts de la société Chevron par le Tchad? Est-il bénéfique pour notre pays? Ce n'est pas bénéfique là. Il y a combien d'années, je ne sais pas, il y a 5 ans, 6 ans, même plus, depuis 2003, je n'ai jamais caché en public de dire que nous ne sommes pas producteurs. Le pétrole ne nous appartient pas. Et vous disiez ça, non? Puisque nous n'étions pas dans la production. Nous n'étions pas dans la production. Ce que nous recevions, c'est du royalty seulement. Pour la première fois que vous avez eu la possibilité d'être producteur, c'est quand même intéressant. Vous êtes aujourd'hui dans le consortium. Le consortium qui faisait Chevron, Petronas, Exxon. Aujourd'hui, Exxon, Tchad et Petronas. Vous êtes dans le transport à 22%. Vous avez pris les parts de Chevron à 25%. Donc, on négocie pour avoir 5%. Pour avoir 5% qu'on devrait acheter. Et je vais vous raconter comment on a fait pour avoir ça, d'ailleurs, les 25%. C'est un don de Dieu. Oui, c'est un don de Dieu. Puisque Chevron qui quittait ne nous a pas informés quand Chevron a traité avec une entreprise française, je crois. Comment ça s'appelle là? Perenco. Ils ont tout conclu à la signature de leurs accords. Ils nous ont dit, bon, moi je pars et puis je vends mes actifs à Perenco. Moi j'ai appelé le Premier ministre, le ministre, tout. J'ai dit non. Pas de Perenco, nous prenons. 3 mois de négociation. Et puis, je vais vous dire la bonne nouvelle aussi. C'est le premier cas qui arrive, en fait, disons, un cas identique, c'est une première. L'Afrique au sud du Sahara. Qu'un pays soit producteur de la manière dont nous avons fait là, c'est une première. Tout le monde nous félicite. Tout le monde nous dit, mais comment vous êtes arrivé à faire ça? J'ai suivi un peu les commentaires dans certaines radios, journaux de la place et autres, qui ont trop parlé de la prise de part de Chevron par le Tchad, d'une manière vraiment très négative. C'est comme si on s'est endetté. On ne s'est pas endetté. Nous, on a acheté les parts, comment on appelle, reprendre les parts de Chevron. Non seulement les 25% que vous avez permettront de rembourser progressivement en 4 ans ce prêt directement là-bas, mais vous aurez aussi des ressources supplémentaires, n'est-ce pas, pour le trésor qui vont venir s'ajouter. Donc, ça c'est quelque chose, je dirais, une transaction, qu'on dit, une transaction en or. Et il faut oser. Nous avons osé, nous avons réussi. Mais dites-nous bravo. C'est pour vous aussi. Donc, il y a un plus. Je dirais même vous multipliez vos ressources par 4. Par 4, vos ressources. Par rapport à votre entrée dans la production. Et là encore, peut-être que vous serez encore mieux informés de ce qui se passe dans le milieu du pétrole, qui est opaque, on ne voit pas qu'est-ce qui se fait, tout ça. Puisque vous êtes dans la production,
l'opérateur principal ne peut pas vous cacher ce qui se passe. Il est obligé de partager avec vous la réalité. C'est une première, c'est la première fois qu'au sud du Sahara, un pays ose et arrive à ça, à faire ça. Nous allons aller un peu plus vite avec la dernière question. Nous nous excusons auprès de certains confrères et consoeurs qui n'ont pas pu poser des questions, mais nous sommes pris par le temps. La dernière question, s'il vous plaît, en français. Ensuite, ce sera les arabophones. Merci, Excellence. Je reviens encore une fois de plus. Oui. Excellence, le média privé éprouve bien de difficultés pour leur fonctionnement, malgré l'aide à la presse. D'autre part, l'accès aux sources d'information pose problème. Comment appréciez-vous, Excellence, cette situation de précarité dans laquelle vit la presse privée tchadienne? Merci. Bien. Écoutez, l'accès aux sources de l'information pose problème. Vous avez parfaitement raison. Moi, je déplore aussi. Je déplore que le pouvoir public a peur de parler aux journalistes, a peur de dire la vérité aux journalistes. Et moi, j'encourage le gouvernement d'aller, n'est-ce pas, donner l'information là après, pour ne pas laisser les journalistes aller ramasser n'importe quoi des ragoûts de la rue. Il faut que le pouvoir public donne l'information, la vraie information aux journalistes. Ça, je suis pour ça depuis longtemps. Maintenant, en ce qui concerne l'aide à la presse, je pense que la presse privée, c'est une qui a été créée après une étude approfondie, je crois. On ne crée pas, on se réveille demain, on crée un journal ou on crée une entreprise sans faire une étude. Une étude de viabilité, une étude de... C'est dire que le gouvernement fait encore des efforts. Certes, ce n'est pas suffisant. Mais si ces entreprises, les gens qui ont créé ces entreprises dès le départ, ils ont fait les études nécessaires et qui gèrent dans le respect des normes, en fait, disons, de gestion d'entreprise, peut-être vous n'aurez pas connu, la presse n'aurait pas connu de problèmes. Si la presse privée qui est des entreprises, en fait, disons, c'est des entreprises, si leurs promoteurs n'ont pas fait des études approfondies avant la création, études du marché, jusqu'à quand, la rentabilité, mais si ça n'a pas été fait, ce n'est pas ce que le gouvernement va apporter comme soutien là, qui va rendre cette entreprise viable. Ce n'est pas du tout vrai. Vous avez un espace qui est de vos lecteurs qui est très réduit. Un espace qui est très réduit. Il y a combien de parutions, de titres de parution? Plus de 20, je crois, maintenant. C'est ça? Hein? 45. Ouais. Je vois mal un Tchadien, en fait, disons, acheter 5, 6, 7 journaux à la fois et puis aller décortiquer. Je ne vois pas ça. Donc, je crois que là, pour la démocratie, c'est une bonne chose. Mais la question qu'on doit se poser suffisante est dérisoire, c'est 110 millions par an. Qui n'a pas d'ailleurs évolué, hein, même si le pays a évolué et autres. Peut-être que le gouvernement devrait revoir cette enveloppe-là, dans le cadre du budget 2015, voir les possibilités d'augmenter. Mais ce n'est pas ça qui fera fonctionner le journal. Parce que, quelle que soit l'aide que le gouvernement va vous apporter, si dès le départ il n'y a pas une étude suffisante qui est faite, vous arriverez à un dépôt de bilan. Et il faut y arriver à un dépôt de bilan, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas la peine de dire que nous aidons individuellement, le gouvernement donne qu'on appelle sa participation pour la presse privée, mais les difficultés, vous les avez, je sais, vous les aurez encore. Vous avez eu vraiment beaucoup tort de se jeter simplement comme ça, les gens ont créé des journaux, on va créer des journaux. Vous avez aujourd'hui 2 télévisions, je crois, c'est ça, privées,
et puis une quarantaine de journaux, combien de radios, je ne sais pas. Ça fait un espace assez important, c'est très bien. Mais l'aide du gouvernement, quelle que soit la quantité qu'il va apporter, ce n'est pas ça qui va faire vivre la presse privée. Ce qui va faire vivre, sinon, fatalement, vous arriverez à un dépôt de bilan. Donc, des conseils, ce qui crée, en fait, disons, comment on appelle les entreprises de la presse écrite ou machin, sans faire une étude sérieuse de l'entreprise, et qui se jette comme ça, tête baissée, en fait, disons, il arrive à des difficultés, c'est normal. Il faut éviter cela. Monsieur le Président de la République, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je parle au nom, bien sûr, de mes confrères francophones. Merci donc d'avoir répondu aux préoccupations de la presse nationale. Le temps est menaçant et ceci étant, je vais donner la parole à mon confrère arabophone pour ces questions. Merci. سمع السيد رئيس الجمهورية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بك ونبارك لك بمناسبة هنا عيد الاستقلال عيد الأربعة والخمسين هنا استقلال هنا تشاد. السيد رئيس الجمهورية حاليا في تشاد كله خاصة أول تمس فيما يخص فيروس إيبولا، الناس في الليل أي واحد بينادي أخوه بالتليفون وكيف في مرض زي ده وفي شنو وبردوا بالملح وحاجات زي ده. حاليا كما شايف في الاسواق انا على العاصمه الملح كله الناس شالوا بردوا فوقه وحاجات زي ده. يدخل في تشاد وللمواطنين التشاديين تقول لهم شنو عشان ما ينخروا زي الحاجات زي دي، اي واحد برد بملح اشرب ملح وحاجات زي دي. شكرا. والله شو الان نورك اول ده المرض ده لسه ما دخل في تشاد، ما في، لكن دولنا افريقيا مكان افريقيا الجنوبيه جنوب وسط دخل ده مثل اربع دولة دخل مرض بيولو ده. ده نقدر نقول نطلب نسأل الله واخواننا الافريقيين كل ان دخل المرض ده يجيب لهم عافيه ويبرق منهم المرض ده من بلدنا هنا في بلدنا ده مرض ما جاء. الناس اوروكو كله كذب ساكت، وكلام ده نحن كله سمينا. الناس يتكلموا بيقولوا ياتوا قال باس ام اس انا تليفون دول ناس يكتبوا لهم مرض دخل في تشاد، امشي شيلوا ميله وبرضه فوقه. مشان ده امس حكومه سوا كوميونيكي قال الكلام ده كذب، مرض ده ما في، والدواء انا ده كله ما ميله، كان ميله الدواء ده ناسنا بداوي ده ما كان مرض جاي طبعا نودي لهم هناك، ميله عندنا كثير ما نودي لهم هناك، لكن ما دواء. مرض ده جاء في نيجيريا. نيجيريا ده دولة عندنا معه حدود سوا، وخاصة في لاغوس عاصمة القديمة عن نيجيريا ده، في لاغوس يا جا. المرض جاء في الدولة ده جارنا ده زي ما هسه حكومة شغلتها. فتحوا مكتب زي مكتب يعني مثل مكتب أنا الدكاترة في المطار، الناس الجايين من برا بالطيران ده في المكان ده بس أنتن أنا متسال قاعدين هناك ده ما بيشوفوا، لازم كان تهموا عنده ده بس في طيارة ده يمشي، لازم كان تهموا ما تهموا كان بدل لك وين في ده. وشفنا مكانات وايدين ثلاثة كده في الحدود ده مع نيجيريا، خدنا أنتن دول عشان ليل ونهار بيشوفوا الناس اللي يمشي ده ناس يجي ده. عشان نيجيريا ما تشد ده التجار ده بيجوا كتير، بمشوا بيجوا كتير، البضاعة كلها جاي من هناك. لا مرض ما بروح مع الناس بمشي بيجوا ده ما تقدر تقولهم مرض ده ما بيجي، لكن تتمنوا أسألوا الله مرض ده ما بيجي في بلدنا. دونك مرض ده ما في لسه ما جا،
كان جاء كمان حكومة وقت ده بيشيل قرارها، حكومة شالها اختيارات كلها يعني ما فيش أي تخوف، خوف كما في أصلا. كان جاء حكومة يورم شغل كي حكومة ما يقدروا للشعب أنه بلبنا ما فيه. كان مرض مثل أبيولا كان جدا سواء إرجيا هذا رسالة عسى ما زال ده مش الناس يمشي يقولوا بنا هذا أكون أن نقول ده بس مرض ما فيه صلاة. شكرا رئيس الجمهورية. السؤال الثاني من تيلي شات. معك حوا مصطفى. السيد الرئيس، نتكلم عن الجو السياسي الحالي موجود في البلد. يعني انت تشوفها كيف الجو السياسي وحسا داخلين في الرقمية البيومتريك ده، يعني الجو السياسي الحالي في الجاد ده انت تشوفها شنو تعليقك في الموضوع ده؟ والله الجو السياسي ده، حال السياسي في البلد ده زي ما تعرف حال ديمقراطية فيها تقريبا 180 حزب في البلد ده قاعدين. ف يعني الديمقراطية ده من زمان كله سي حدود فيه، لكن انت فكر هناك ما فكر النادي الانسان ده هناك ده كله تشوفه هناك كله تشوفه هناك. يعني انت اكسبتي الاخر ده زي انت اكسبتي كده كلها. والديمقراطيه ده ما يخلوكوا انتوا ناس بلد واحد، بلد هناك واحد ومسيركم واحد. الديمقراطيه ما يعني يقدر يفجركم يبعدكم من اخوان بيناتكم. الديمقراطيه وايدين 200 سنه الديمقراطيه، لكن لحد الان الديمقراطيه انا ده تعبان. ما كانت كتير الدول الكبرى دول ده. انتوا هناك سويتوا في مده الشيء ده عديل بالهين وخليه بس الشيء اللي قدام ده الناس السياسيين ده يفهموا، كان يتكلموا، كان شيء يقدروا يسووا كلها كيف بفائده البلد. وكلمه ده يا ترى ما سالوني الناس، انا فرنسي ده ما سالوني. سي افريقيا ده فيه هنا بس ناس شالوا قدام سو اسكلاف كلها في بلد افريقيا. جو ناس استثماريين بلدنا ده كربو خومنا اهلنا شغل هنا كل شغل عديل عندنا كل بلد شالوا. لكن بعد ما انتنا اعتبر حريه هنا ده ما نبقى حرين عقليا بس علينا نبقى حرين. انتوا اكثر منكم قاعدين ده تحسبوا شغل هنا بلدنا تشاد ده ناس بيجي من برا قبل بيسولكم. او بين الديمقراطيه ده مين فرنسا بيجي فرنسا ولا بيجي بيسولكم. ده ما سي انت عارف حر ده تبقى حر وحر واشمان في بلدك. عندك اشم انا بلد هناك اشم انا شعب هناك. عم باكر كان مدير التحكم ده باسم انا ياتي التحكم. انت ما حر ده بس شغل هسه منكلي ناس انا سياسيين دول ده بجري جاي ده هل يقول في مكان واحد في بلدنا هنا. والكشن ده كان سوق له بود ده من شادي بيسوق ما هذا اخر بيجي برا بيسوي ما في بجري جاي ده فايده انه شنو تبقى مسكين تمشي تلقى في ايدنا الناس وبعدين تجري وراه حياتك كلها تجري وراه تقول الله لو بيجي في بلد ده خدمه انا شنو ده ما سيء. فكر ده خليه يمرقوا، خليه يبقوا الناس حرين، خليه يبقوا برما في عقليا كده يعني بسيكولوجيكمان خليه يبقوا اندبندان سوفرين. بس ناس السياسيين دول. شكرا رئيس الجمهورية، نشكرك في الإجابة عن الأسئلة اللي قدمناها لك، وإن شاء الله يلهقنا السنة الجاية كله في نفس المناسبة إن شاء الله.